vais essayer de présenter brièvement Patrick Delperdange, ce qui est évidemment impossible, mais on va comme ça le tenter. Donc Patrick Delperdange, vous êtes né à Charleroi, mais vous vivez et travaillez à Bruxelles depuis une quarantaine d'années. Voilà. Donc j'ai dit plat de résistance. Alors pourquoi? Parce qu'il suffit d'ouvrir un livre de Patrick Delperdange et de constater que nous sommes là face à une bibliographie de plus de 40 ouvrages. Alors plat de résistance, mais plat de résistance varié, hein, puisque une quarantaine d'ouvrages publiés dans des genres et des styles assez différents, on va le voir, même si bien sûr il y a des fils rouges, des fils conducteurs, et puis d'une certaine façon, c'est aussi la volonté de Patrick Delperdange, justement, votre volonté de décloisonner, justement, d'aller dans le roman pour ados, le roman jeunesse, le polar, le roman plus classique, la fable, on va le voir. Et puis aussi de faire voler en éclats, justement, ces différentes catégories, c'est aussi montrer que, voilà, que l'écriture, c'est de la sueur et c'est un travail à temps plein, quoi. Alors, littérature jeunesse, littérature pour ados, j'en ai pris un comme une bombe qui était publié, c'était chez Mijade. Alors la première fois qu'il a été publié, c'est chez Duculot. Duculot, mais ça en remonte... travelling. Voilà, exactement. Oui, juste. Et réédité chez Mijade. Réédité dans plusieurs maisons et finalement chez Mijade. Voilà. Alors, à côté de ça, scénariste de bande dessinée, auteur de nouvelles dans des recueils. Je pense tout récemment à un recueil qui vient de sortir aux éditions Caire, L'heure du leurre, qui réunissait plusieurs auteurs, dont Barbara Abel, qui a collaboré, que nous avions reçu l'année passée, mais aussi traducteur de l'anglais. Vos livres sont eux aussi traduits en plusieurs langues. Romans plus classiques, romans policiers, romans polars, mais aussi des romans en feuilleton, à la fois sur le net, mais aussi... Non, je tombe plus. Dans le sens, vous voyez que quand je disais plat de résistance, je vais pas continuer trop longtemps parce que sinon on n'aura plus faim. Mais voilà, malgré tout, 2005, Chant des gorges, vous obtenez le prix Rossel et le prix Rossel des jeunes, oui, pour ce livre qui a été réédité il y a quelques années dans la collection Espace Nord. Et enfin, plus récemment, deux livres qui nous retiendront plus particulièrement ce soir, Le Cliquetis aux éditions Genèse, et puis évidemment, Si tous les dieux nous abandonnent, première publication de Patrick Delperdange en série noire, excusez du peu, chez Gallimard. Voilà, en gros, hein, en très rapide. J'en avais encore toute une série, mais on va s'arrêter là. Voilà, mais on va revenir là-dessus. Mais peut-être pour commencer, on pourrait parler, évidemment, la critique, les journalistes ont beaucoup parlé justement de votre éclectisme, de cette manière un peu d'aborder tous les genres. Moi, c'est en l'occurrence ce qui me plaît, ce qui me fascine chez vous. Et puis votre manière aussi, justement, d'aborder ces genres, c'est une façon je le disais tout à l'heure, de décloisonner. Mais est-ce que on peut trouver l'origine de cette dispersion, dans le bon sens du terme, dans une pratique de lecture boulimique chez Patrick Delperdange, dans la jeunesse, je parle. Une pratique de lecture. Oui, de lecture. Oui, Est-ce que tu lisais dans tous les domaines Voilà, c'est clair que si je suis devenu écrivain, en tout cas, c'est parce que je lisais beaucoup. Je n'ai pas souvenir d'une volonté de ma part, alors que quand j'avais peut-être 10 ou 12 ans, comme ça arrive parfois, on entend parfois dire ça de certains écrivains, qui veulent... Qu'est-ce que vous voulez devenir? Qu'est-ce que tu veux devenir? Je veux être écrivain tout de suite. En ce qui me concerne, j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à me décider, à me lancer dans l'écriture. J'étais plutôt
plutôt lecteur. Et c'est vrai que mes centres d'intérêt, et c'est d'ailleurs, ils le sont restés, je m'intéresse vraiment à une variété assez large de sujets. La littérature, mais la science, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit par exemple des scénarios de bande dessinée basés sur des recherches scientifiques. Je m'intéresse à de nombreux domaines de recherche par exemple. Et la philosophie, bon voilà, tout ça est très vaste. Et c'est vrai que toutes ces lectures, c'est pas qu'elles me procurent des sujets de fiction, mais en tout cas, il est clair que les choses peuvent naître de cette manière-là. Je ne lis pas ce genre de littérature, ce genre d'essai en cherchant un sujet qui pourrait donner lieu à une fiction, mais ça se passe plutôt dans le sens contraire. Le fait que je m'intéresse à tellement de choses tout à coup me fait naître en moi une idée, un sujet qui pourrait donner lieu à une fiction intéressante. Le tout après ça, c'est de me dire qu'en faire, voilà, un roman jeunesse, un roman adulte, un scénario de bande dessinée, voilà, ce genre de choses. Puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est de raconter des histoires, et raconter des histoires qui touchent des gens. Pendant tout un temps, je me suis posé la question, comme à mon avis la plupart des écrivains se la posent, pourquoi écrire en fait ? Je commence tout de suite par le vif du sujet. Là, après ça, on peut s'arrêter. Et bon, mais pourquoi écrire ? C'est quoi cette pulsion qui fait qu'on a envie que des gens que vous ne connaissez pas ouvrent un de vos livres et y trouvent de l'intérêt ? Et en y réfléchissant, je me suis dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment justement de procurer des émotions par l'intermédiaire d'une histoire. Par le biais d'une histoire. Pourquoi des émotions ? Quelles émotions ? Le rire, la peur, le frisson, les larmes, la tristesse, la joie. Toutes les émotions qui font que nous sommes des êtres humains en fait. Je vous avais dit que c'était sérieux. Hein. Il n'y a que les êtres humains en fait qui ont cette palette d'émotions. On a beau dire que, évidemment, on entend... Il suffit de vivre auprès d'un animal pour se rendre compte que c'est pas juste, c'est pas un automate, c'est un être qui vit et qui ressent des choses. N'empêche, je pense que c'est l'être humain qui ressent le plus de choses. Et pourquoi moi, est-ce que j'essaye de lui procurer ce genre d'émotion ? C'est parce que je pense que par cet intermédiaire, c'est comme si je tissais des liens avec d'autres personnes qui font partie de l'espèce humaine. Peut-être aussi une des caractéristiques de ton écriture, c'est justement cette acuité aussi et ce regard sur les secrets, les non-dits aussi qui permettent aux gens de dialoguer ou de ne pas dialoguer. Mais je voulais quand même qu'on revienne un petit peu à tes auteurs quand même de prédilection. Dans les différents genres de Patrick Delpordange, lecteur, il y a quand même une prédilection pour le roman noir américain. Bien sûr, oui, je ne peux pas prétendre le contraire. Oui, c'est très tôt. Très tôt, assez tôt. Et je pense que la porte d'entrée de ça, ce sont deux auteurs qui ont travaillé quasiment au même moment, dans les années 20, 25, 30 aux États-Unis, et qui sont considérés comme deux auteurs avec une réputation totalement différente. D'une part, il y a Hemingway, et d'autre part, il y a Chandler. Raymond Chandler, qui est considéré comme un auteur de polar, comme un auteur de romans policiers. C'est Chandler qui a inventé le personnage du privé avec la bouteille de whisky dans le tiroir, avec le chapeau, avec l'imperméable et avec ses ambiances nocturnes. Et donc, ils travaillaient quasiment au même moment. Et on se rend compte qu'en fait, ils travaillaient quasiment de la même manière. C'est-à-dire, on n'entre pas dans l'esprit des personnages, on ne fait pas de commentaires sur leurs actions, on fait confiance au lecteur pour imaginer ce qui n'est pas dit. Et pour moi, c'est une des choses vraiment importantes. Quand on entend Hemingway parler de son travail et qu'il parle de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'il raconte
n'est qu'une petite partie de ce qu'on peut imaginer de l'histoire et des personnages eux-mêmes, de leur passé, de leurs sentiments, de leurs ressentis, de pourquoi ils prononcent cette phrase-là à ce moment-là. Et donc, Hemingway a mis au point une technique très, très apurée, très fine en fait. On ne se rend pas compte, si on ne lit pas ça avec beaucoup d'attention, que tout ça est travaillé de manière très précise. Et Chandler, en fait, qui est considéré... Enfin, Hemingway a eu le prix Nobel, c'est pas Chandler qui a eu le prix Nobel. Et donc, n'empêche que si on lit Chandler, on se rend compte qu'il travaille pratiquement de la même manière. Et tout ça a été créé quasiment au même moment. Donc, évidemment, d'avoir lu ces deux auteurs pratiquement aussi en même temps, pardon, vers l'âge de 25 ans, je pense, c'est-à-dire au moment où moi-même je commençais à écrire, à me dire c'est quoi, comment faire pour raconter une histoire et de la manière la plus efficace, comment faire pour planter un personnage, qu'est-ce que c'est un dialogue, bon voilà, toutes ces questions. En fait, j'ai trouvé quelques-unes de ces réponses en lisant Chandler et Hemingway. Quand j'essaie d'écrire de la littérature pour la jeunesse, il est évident que pour moi, je ne me limite pas, j'essaye en tout cas, de ne pas me limiter à un public cible, c'est-à-dire le public cible, par exemple pour Comme une bombe, qui serait 10-12 ans. J'ai écrit des textes pour des gens un peu plus âgés, 12, 13, 14, pas beaucoup plus âgés et pas beaucoup plus jeunes, parce que c'est compliqué dans les deux côtés. Mais écrire pour les plus jeunes, c'est vraiment très compliqué en fait, parce qu'il faut écrire de manière très très simple. Et écrire de manière simple, c'est très compliqué. Et pour parler des ados qui ont 15 ou 16 ans, c'est l'âge où on décide que la littérature, ça n'a aucun intérêt et qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles porter ses regards. Et donc, mais la période entre 10 et 14 ans, c'est vraiment la période où les gens peuvent découvrir ce qu'il y a dans les livres. Et ça, c'est fabuleux. J'ai fait souvent des rencontres en classe. J'en fais plus beaucoup pour l'instant, mais j'en ai fait souvent. Et quand quelqu'un qui a 10 ans ou 12 ans ou 13 ans vient vous trouver après la rencontre et vous dit « Monsieur, c'est le premier livre que je lis, j'ai adoré, quoi. » On se dit bon, ça va, on peut continuer. On n'est pas, on crie pas dans le désert. Donc voilà, ça c'est très gratifiant évidemment. Ce que je voulais dire, c'est que je ne me contente pas j'essaye de ne pas me contenter de ce public cible, c'est-à-dire faire en sorte qu'un lecteur avec plus de bagages, c'est-à-dire qui aurait lu davantage, qui aurait vécu davantage surtout, puisse trouver aussi un intérêt aux bouquins qui paraissent dans des collections jeunesse. Voilà, j'ai écrit des séries dont une s'appelle par exemple L'œil du milieu, une série fantastique, une trilogie de 3 gros volumes. Vous allez me dire une trilogie, c'est normal, qu'il y ait 3 volumes, mais c'est donc un truc classique. Mais je pense que des lecteurs adultes qui ne sont pas le cœur de cible dans la collection dans laquelle ils sont parus, peuvent y trouver leur compte. Donc, il y a des jeux... Et puis il y a des clins d'œil voilà, aussi. Exactement. Mais je ne me contente pas des clins d'œil. J'aime bien faire des clins d'œil aux adultes qui lisent de la littérature jeunesse, mais c'est pas juste des clins d'œil. Je pense qu'il y a des ressorts, pas psychologiques, parce que, encore une fois, la psychologie, c'est pas mon truc. Et donc, mais qui peuvent y trouver des personnages qui leur parlent davantage grâce à leur expérience personnelle. Voilà. Alors, juste encore un petit mot par rapport à Chandler, par exemple. Chandler publié en série noire chez Gallimard. Tu es en série noire chez Gallimard maintenant depuis 2015 ou 2016. Bon, c'est quand même pas mal. Oui, il est clair que quand j'ai reçu les épreuves du bouquin et voir son nom et voir en dessous NRF, série noire, c'est vrai que ça, malgré mon cuir épais de vieux pachyderme, j'ai quand même ressenti une petite émotion. Et puis voir la liste des auteurs publiés. Dans le catalogue, quoi. Voilà, Chandler, le catalogue, Thompson, voilà. Chase. C'était une bonne journée quand j'ai vu ça. Quand on s'attarde un peu sur ta bibliographie, alors rien que pour 2015-2016, 3 romans,
un roman comme des chiens publié chez On Lit, Le Cliquetis chez Genèse, Le Gallimard ici, Si tous les dieux nous abandonnent. Même année, une pièce de théâtre qui paraît chez Samsa, Vision nocturne, et une nouvelle, dans un recueil, Bruxelles Noir, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est pour donner un petit aperçu de l'activité. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je n'arrive toujours pas, je n'arrive pas toujours pas à décider. Je sais qu'il y a des auteurs qui se contentent de publier dans le même domaine tous les ans et demi ou tous les 2 ans. Voilà. On les connaît. Bon, visiblement, sans l'avoir vraiment souhaité ou désiré consciemment, les choses se sont enchaînées de cette manière. C'est vrai qu'on peut se demander comment fait ce type, quoi, pour écrire. Comment fait ce type? Non, mais ça, il faut se... Bon, ça c'est une question que Comment est-ce qu'il y a plusieurs projets d'écriture en cours, simultanément, je suppose. Alors de passer d'un texte de théâtre au roman à un texte de jeunesse, est-ce que, par exemple, l'un peut éventuellement, en cours d'écriture, nourrir l'autre ou Alors, à un moment, il faut une rigueur quand même. Voilà, pendant tout un temps, j'ai essayé de travailler sur 2 textes en même temps, que ce soit un scénario de bande dessinée et un roman jeunesse, par exemple. Et puis, je me suis rendu compte très rapidement que, justement, l'un était en train de contaminer l'autre. Et des histoires dérivaient et les choses étaient en train de se mélanger au point que je me suis dit c'est vraiment pas la bonne solution. Il faut que je me concentre sur une histoire. On peut réfléchir à une autre histoire en écrivant une, mais il faut quand même boucler avant de repartir. Voilà. Chose, ouais. Alors. Donc là, je suppose qu'il y a une rigueur à avoir dans la journée, puisque la journée est faite de temps d'écriture de manière assez rigoureuse. Est-ce que, par exemple, entre certains de tes ouvrages, est-ce que, malgré tout, tu sens qu'il y a des points communs qui se dessinent, qui reviennent presque même peut-être involontairement? Oui, c'est toujours compliqué d'essayer d'analyser soi-même ce qu'on écrit, en fait. Mais j'ai eu le plaisir et la grande surprise de lire La Postface, qui a été publiée dans Espace Nord pour la réédition de Chant des Gorges. Et là, j'ai découvert des choses à mon sujet que je ne soupçonnais absolument pas, quoi. Non, mais vous rigolez, mais ça fait peur, hein. Mais oui. Parce que quelqu'un là avait lu avec beaucoup d'attention ce que j'avais écrit, le pauvre, et il en avait tiré là des comparaisons qui tout à coup me sont sautées aux yeux. Et alors que jusqu'alors, je m'étais dit, mais évidemment, tout ça n'a rien à voir, je pars dans des directions complètement différentes. Mais visiblement, non, je suis obsédé. Mais je ne vous dirai pas par quoi, mais il faut aller lire là cette postface. Non, mais voilà, je pense qu'on écrit qu'avec ce qu'on est et avec ce qui nous touche nous-mêmes. Je ne parle pas pour mes confrères, mais j'espère que pour eux ça se passe comme ça. Si on écrit, c'est parce que tout à coup il y a des... C'est pas qu'il y ait des pulsions qui veulent absolument s'exprimer, mais quand j'écris, quand je choisis de raconter une histoire de cette manière-là, avec ces personnages-là, dans ce cadre-là, il est clair que je mets en scène, je mets en place des choses qui, moi, me touchent. Donc, évidemment, il n'y a pas je ne suis pas caméléon au point d'être touché par des milliards de choses. C'est, à mon avis, à peu près toujours les mêmes ressorts et les mêmes choses qui sont... les choses sont mises en place plus ou moins de la même manière. Alors, justement, parmi cette thématique qu'on retrouve dans tes ouvrages et qui... Alors, c'est d'abord... bon, à mon sens, la force de l'écriture de Patrick Delperdange, c'est d'abord aussi de pouvoir planter une atmosphère, une ambiance. Alors, on peut quand même le dire souvent assez angoissante, hein, une atmosphère quand même plutôt malsaine. Hein, ça, c'est peut-être un des fils rouges, évidemment, assez trouble en tout cas, voire parfois même
bien trouble, bien glauque, terrifiante. Ah, par moments, hein, on est proche parfois du... mais alors, effectivement, et j'ai lu aussi la postface qui avait été rédigée pour la réédition. Une des choses qui est esquissée, c'est notamment ce rapport à la nature. Et c'est vrai que là, quand on a lu quelques ouvrages, on se rend compte que cette nature, ou en tout cas la campagne, disons, est plutôt un lieu angoissant. Voilà, et encore, je n'avais pas publié Si tous les dieux nous abandonnent, oui, voilà. quand cette personne a écrit cette postface. Donc là, il aurait pu ajouter un petit chapitre à son analyse, parce qu'il est clair que dans ce bouquin-là, la nature joue un rôle. J'ai voulu absolument qu'elle joue un rôle, et elle joue un rôle plutôt angoissant, oui, c'est clair. Alors pourquoi alors oui, non, déjà, effectivement aussi, dans le roman Un peu après la fin du monde, où on était aussi de nouveau plutôt dans la campagne, dans la nature, avec, j'avais pris un extrait ici, où la nature finalement absorbe carrément, ingurgite un des personnages, quasi, et effectivement on retrouve ça dans Vision nocturne, dans le texte de théâtre, on le retrouve ici, donc cette nature angoissante... c'est plutôt. Qu'est-ce que vous voulez savoir en fait? Mais est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que tu es plutôt de la ville ou de la qu'est-ce qui c'est là? La question ne sera pas posée. Mais évidemment, tu écris aussi sur la ville, bien sûr. Voilà, et donc la ville ne m'angoisse jamais. Je peux me trouver dans n'importe quelle ville, à n'importe quelle heure, dans n'importe quelle ambiance. Cette atmosphère-là ne me procure jamais d'inquiétude. Évidemment, si je croise 3 malabars avinés à 3 heures du matin dans le Bronx, là je vais quand même... mais même pas en fait. Même pas. Même cette situation-là c'est pas cette situation-là qui va me faire dire il va se passer quelque chose de grave pour moi. Tandis que si au lieu de 3 malabars, il y a 3 arbres, voilà, et que le soleil tombe, et que le sentier se perd, et qu'on entend tout à coup un bruit, ben là, je commence à flipper, quoi. Alors ça donne effectivement les atmosphères de ces livres-là. On peut peut-être lire un petit extrait, si tu veux. Donc de Si tous les dieux nous abandonnent. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce bouquin, c'est que j'ai voulu qu'il y ait 3 narrateurs avec 3 façons de parler très différentes les uns des autres. Donc ils prennent la parole successivement, et à un moment je me suis rendu compte que j'aurais pu m'abstenir de mettre le nom du personnage qui prend la parole, puisque c'est tellement caractérisé qu'un lecteur un peu attentif peut comprendre tout de suite qui parle. Ici, c'est donc Jocelyn qui parle. Je dis tout de suite que ce n'est pas moi qui ai choisi l'extrait. Donc, si vous êtes choqués, c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est lui qui l'a choisi. C'est donc Jocelyn. Jocelyn, pour dire les choses rapidement, est quelqu'un d'assez fruste, mais qui se croit très intelligent. Voilà. C'est le cas de la plupart des gens, en fait. Le samedi, des fois, à cause du marché ou je ne sais pas quoi, on voit des têtes qu'on ne connaît pas. Des gens qui viennent à Valmont pour traîner ou pour boire un verre, à croire qu'ils ont vraiment que ça à foutre dans la vie, alors que je donnerais mon bras gauche pour me tirer de ce patelin de merde une fois pour toutes. Mais pour aller où? Le fait est qu'à Valmont, je peux m'en sortir plus ou moins. La seule fois où j'avais passé une quinzaine en ville, j'avais bien failli crever sans que les gens s'en aperçoivent. J'aurais bien vendu mon cul pour avoir à bouffer, mais il n'y a personne qui en avait voulu. J'étais installé à ma table au fond du Moonlight, scrutant les gens qui allaient et venaient, quand j'ai vu Maurice qui entrait. Il est venu s'asseoir à côté de moi et il a pris mon verre et il l'a vidé d'un coup. « C'est les chiottes qui puent comme ça ?» il a demandé. « Richard, il n'a jamais trop forcé sur le nettoyage », j'y ai répondu. Depuis que sa Madeleine s'était tirée avec le serveur, il n'avait plus mis les pieds au Moonlight, Maurice. La semaine passée, un gros soulard était tombé sur la porte des chiottes et il l'avait à moitié arraché.
Richard, le patron, avait pas encore pris la peine de la remettre en place ni rien, si bien que ça circulait pas mal, question Roland. D'un autre côté, Maurice, il dégageait lui aussi quelques odeurs pas trop appétissantes. Ça avait, pour ainsi dire, imprégné ses fringues depuis qu'il ait chouchouté son foutu clébard. Mais faut croire que c'est toujours la puanteur des autres qu'on sent, et pas la sienne. C'est le genre de leçon qu'on ne devrait jamais oublier. Il faut qu'on discute, a fait Maurice. Qu'est-ce que tu bois? Il était prêt à me payer un verre, et ça signifiait qu'il avait un truc pas normal à me demander, Maurice. Il se fend d'un verre juste quand il est sûr de récupérer au double. C'est comme ça qu'il a réussi dans la vie. Sans attendre que je réponde, il est allé au comptoir, il a ramené 2 verres et une bouteille de whisky. La dernière fois que Maurice s'était payé une bouteille entière, je crois bien que c'était quand Madeleine avait accepté de se faire planter des faux nichons. C'est dire si ça remontait. Le truc pas normal qu'il comptait me proposer, ça allait carrément être de l'inédit. Il m'a servi un verre à ras-bord et je l'ai bu aussitôt avant qu'il se ravise. Je pensais bien te trouver ici, qu'il a dit. Ça m'a soudain fait penser qu'il était ressorti de chez lui, ce qui n'était pas arrivé depuis lurette. Ton chien, j'ai demandé, il va mieux ou quoi? Maurice, il a serré les dents, puis il a bu une large rasade avant de lâcher. Je l'ai enterré pendant la nuit. Ah. Alors, voilà, j'ai pris l'extrait ici. Il faut expliquer. Hein. Alors, oui, non, mais justement pour... alors, on parlait d'atmosphère angoissante, d'atmosphère lourde, pesante, mais une des caractéristiques de l'écriture de Patrick Desperlanges, c'était aussi justement de pouvoir y amener un petit peu des zones de souffle, des zones un peu plus légères, pour faire redescendre d'une certaine façon la lourdeur. Alors, est-ce que cet humour-là, comment on arrive à... C'est peut-être le plus difficile dans l'écriture, à le distiller Alors, dans ce cas précis, c'était assez compliqué, puisque c'est vrai que l'ambiance est assez lourde, et de plus en plus lourde, en fait. Oui, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est déjà pas mal au début, mais ça ne fait que s'aggraver. Et donc, il fallait absolument trouver des manières d'un peu comme d'étendre un peu l'atmosphère. Et donc, c'est vrai que le langage de Jocelyn, je me suis beaucoup amusé à le faire parler de cette manière, avec des tournures de phrases qui sont la plupart du temps pas correctes, au point que il faut savoir que chez la maison Gallimard, il y a beaucoup de gens qui travaillent votre texte. Il y a 3, 4, 5 personnes, dont quelqu'un qui s'appelle un préparateur de copie. Ne me demandez pas ce que c'est. C'est quelqu'un qui lit, en tout cas, qui lit en détail. Et qui m'a dit, Jocelyn, il emploie des expressions belges. Et donc, je lui ai dit non, c'est pas des expressions belges, je suis désolé, c'est des expressions Jocelyn. Et donc, bon, on va les garder, quoi. Mais bon, cette personne a très bien compris la chose, et donc elle a préparé la copie pour que le correcteur lui-même ne dise pas belgicisme. Voilà. Donc, il y a eu tout un travail. La maison Gallimard, on peut lui reconnaître cette qualité. Quand elle édite un bouquin, il y a des gens, il y a des vrais pros qui y travaillent, et au bout du compte, les bouquins sont meilleurs que quand vous leur apportez le texte. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il y a eu des parties où ils ont demandé de retravailler, peut-être les dialogues, justement? Alors, ça, c'est le travail de l'éditeur, donc qui lit votre texte en premier quasiment. Et là, j'ai reçu de la part de cet éditeur, le fait est qu'il a trouvé ça assez bon pour que ça soit publié dans sa collection, mais il m'a dit, ce personnage-là, je ne vais pas le dire lequel parce que je vais expliquer pourquoi, je trouve qu'il est falot, il ne sert à rien, et si tu pouvais l'enlever. Ce n'était pas un personnage principal, c'était pas un personnage secondaire, mais c'était quand même un personnage qui avait une certaine importance dans l'histoire. Et non seulement par ce qu'il faisait, mais par le fait que d'autres personnages réagissaient par rapport à ce qu'il avait fait, ce qui est normal pour un personnage. Et donc j'ai hésité pendant quelques jours, une semaine, et puis je me suis dit, bon, on va voir, je vais l'enlever, on va enlever ce personnage, et puis je me suis rendu compte qu'il fallait donc enlever, mais en même temps, toutes les interactions devaient être refaites. Donc c'était un boulot plutôt important. Au bout du compte, je pense qu'il avait raison, et que le bouquin s'est resserré autour de ces 3 personnages-là, et il n'y a pas de fuite vers d'autres histoires.
une autre histoire que j'avais introduite avec ce personnage tertiaire qui visiblement au bout du compte n'avait pas une grande importance, en tout cas qui a permis à cette histoire d'être plus solide. Donc voilà, je suis toujours j'accepte toujours en tout cas d'écouter quelqu'un qui a d'abord qui a une lecture très précise, très très fine, et puis qui vous dit bon voilà, tu en fais ce que tu veux, mais moi à ta place j'enlèverai ce personnage. Bon, c'est la première fois que j'étais confronté à pas une critique, mais à une proposition comme celle-là. Et bon, je me suis lancé, et puis voilà, je ne le regrette absolument pas. Je l'ai regretté pendant 15 jours ou 3 semaines où il a fallu faire ce boulot, parce que là, c'était vraiment, c'était pas rien, quoi. Mais dans le cliquetis, là, on est dans une sorte de conte moderne, et là, on peut dire que le personnage qui raconte l'histoire, c'est la maison. Voilà. Donc mais il faut que j'explique un peu comment tout ça a eu lieu. Un jour, j'ai reçu un message d'une éditrice franco-belge, qui est Danielle Ness, qui m'a dit je cherche un écrivain qui pourrait écrire un roman à partir d'une idée que j'ai eue moi, et que je pense que cette idée pourrait donner lieu à un bon roman. Un roman qui devrait mettre de bonne humeur. Et je lui ai dit, je pense que vous avez fait appel à la très mauvaise personne pour ça. Est-ce que vous avez lu ce que j'ai lu, par ailleurs? Parce que mes romans ne mettent d'habitude pas de très bonne humeur. Ils mettent plutôt dans une humeur, quelle qu'elle soit, mais en tout cas pas de très bonne humeur. Et j'ai dit, mais écoutez, ça m'intéresse quand même, voyons-nous, parlons-en, je voudrais quand même connaître votre idée, et bon, voir si elle peut donner lieu justement à un roman intéressant. Et donc on s'est vu, elle m'a proposé, donc son idée c'était tout simplement, c'est une maison qui raconte l'histoire de ses propres habitants. Je lui ai dit, c'est une très bonne idée, mais je ne vais pas pouvoir écrire quoi que ce soit à ce sujet, c'est pas pour moi. Elle m'a dit, bon écoutez, réfléchissez un jour ou deux, reparlons-en. Et puis je me suis dit, non mais bon voilà, l'affaire est classée, en plus écrire un roman qui met de bonne humeur, je n'y arriverai pas tout simplement, c'est comme ça. Et donc, mais au bout d'un jour ou deux, c'est très difficile en tant qu'écrivain, surtout quand c'est ça qu'on veut faire dans la vie. Si un éditeur vient vous trouver et vous demande d'écrire quelque chose, dire non, c'est quasiment impossible. Et donc là, je me suis dit, voilà. Et donc là, c'était non. Et puis ça a été non, peut-être. Et puis voilà. Et puis tout à coup, je me suis dit, mais en fait, cette idée de maison qui raconte l'histoire, c'est comme un narrateur omniscient, en fait. Un narrateur qui pourrait voir dans tous les appartements de cette maison. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ah, mais si on parle d'un narrateur omniscient, et que ce soit une maison ou Dieu ou l'auteur lui-même, peut-être que là, il est peut-être possible, en tout cas, de démarrer, de proposer quelque chose. Et j'ai donc appelé Danielle Ness et je lui ai dit, écoutez, c'est toujours non, mais je vais quand même écrire 10 pages ou 15 pages, et puis je vous les enverrai, vous allez les lire, et puis vous allez me dire, c'est pas du tout ce que je cherche, merci d'avoir essayé. Et bon, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, c'est exactement ce que je cherche, et continuez comme ça. Et donc là, je me suis dit, bon, je dois m'y mettre. Et là, l'horreur a commencé. Là, l'horreur a commencé parce que juste quasiment en même temps, des cinglés ont fait sauter l'aéroport de Zaventem et la station pas très loin d'ici. Et donc tous les matins, je devais me mettre au boulot pour écrire un bouquin qui mettait de bonne humeur. Voilà, donc c'est un très bon souvenir. Mais alors, alors ici, c'est vrai que c'est un peu déroutant quand on connaît, quand on a lu des livres comme La Chant des Gorges, même comme Des Chiens. Alors, il y a un autre livre
Patrick Delperdanche s'y intitule Patrick Delperdanche est un sale type. Hein, c'est le titre. Où là, on était plus peut-être sur le ton de l'humour et de la dérision. Voilà, de la dérision. Mais ici, il ne fallait pas... Mais il ne fallait pas tomber non plus ici. Voilà. Ce bouquin n'est pas... Je voulais absolument pas qu'il y ait d'ironie. C'était un bouquin au premier degré, vraiment. Et pour moi, c'est très compliqué, le premier degré, parce que c'est quelque chose que je ne manie quasiment jamais. Bon, vous avez entendu ce que je viens de dire, hein. Donc, Patrick Delperdanche est un sale type. Je me suis beaucoup amusé à m'imaginer une biographie fantasmée, bien que... Ici, c'était pas du tout le cas. Ici, il fallait que je travaille dans un cadre... c'est des contraintes. La surveillance était beaucoup plus stricte. Je ne pouvais pas partir dans une direction qui allait m'amener justement à me moquer de ces personnages. C'est pas mon but, jamais, de me moquer de mes personnages. Mais ici, le cadre était tellement resserré, c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir à quasiment chacune des phrases, et chacune des actions, chacune des scènes. Est-ce que tout ça cadre bien avec le projet général qui est d'écrire un feel-good book, en bon français? Alors, on peut en lire un petit extrait. Oui, bien sûr. Madame de Pasquale avait un secret. Elle en avait même deux. Son majordome n'était pas son majordome et Madame de Pasquale n'était pas une dame. Oh, je ne veux pas signifier qu'elle n'était pas respectable. Pour ça, c'était à l'évidence la personne la plus respectueuse des bonnes manières qui ait jamais habité chez moi. Il n'y avait qu'à voir la façon dont elle descendait les marches depuis le 4e, lorsqu'il lui arrivait de sortir, ce qui n'était pas très fréquent, de moins en moins fréquent d'ailleurs ces derniers temps. Appuyée sur une canne au pommeau ouvragé, vêtue d'une longue robe dont le volant de dentelle balayait le plancher dans un froufrou d'un autre âge, la tête couverte d'un chapeau à large bord, les yeux cachés derrière des lunettes fumées, Madame de Pasquale s'avançait d'un pas léger, suivie de son majordome, et quittait l'immeuble après avoir salué d'un léger signe de la main Maya, la concierge, qui la regardait s'éloigner sur le trottoir comme si elle contemplait une apparition de conte de fées. Le fait est que Madame de Pasquale n'était pas une fée, et encore moins une femme. Depuis sa naissance, elle était du genre masculin, détail qui l'avait chagrinée dès l'instant où elle en avait pris conscience, il y avait très longtemps de cela. Quant au majordome, eh bien, s'il était au service de Madame de Pasquale depuis bon nombre d'années, en tout cas depuis qu'elle s'était installée au 4e étage, il ne s'était pas contenté de lui servir de majordome, si vous voyez ce que je veux dire. N'allez surtout pas répéter cela à qui que ce soit. Je suis en effet la seule à le savoir et je m'en voudrais beaucoup si le secret de Madame de Pasquale se voyait éventé et si elle devenait la proie de vilains ragots. Un autre genre, hein ? Ces liens, justement, que vous tissez entre les personnages, est-ce que ce sont finalement... est-ce que c'est ce qui vous touche le plus dans l'écriture, ce qui vous attire le plus finalement dans l'écriture, d'arriver à nouer justement ces liens entre les personnages? C'est certainement une chose qui m'intéresse beaucoup. D'une part, je dis d'une part, en même temps je ne sais pas dire ce que je vais dire pour d'autre part, mais d'une part parce que mais je vais trouver parce que ça permet d'exprimer des choses sans les dire. Et pour en revenir, c'est pas que je veuille radoter et tout le temps répéter la même chose, mais ce qui m'intéresse vraiment beaucoup dans la littérature en général, dans la littérature que je lis et dans la littérature que j'essaie d'écrire, c'est de faire passer des choses sans qu'elles soient dites. Et donc, ces rapports entre les personnages, par exemple, le seul fait qu'ils se mettent à parler, et encore une fois, revenons-en à Hemingway. Hemingway qui écrit une nouvelle de 2 ou 3 pages où un couple se trouve dans une chambre et regarde par la fenêtre et la jeune femme voit un chat sous la pluie et dit il faudrait l'aider ce chat. Et par les réactions de l'homme du jeune homme qui se trouve avec elle dans cette chambre, je ne sais plus comment s'appelle cette nouvelle, mais enfin, ne sais pas Paris sous la pluie, mais c'est quelque chose sous la pluie. Et on se rend compte que elle est enceinte et il voudrait bien
qu'elle ne garde pas cet enfant. Tout ça n'est jamais dit. Et tout ça transparaît par les conversations, les seules conversations qu'ils ont au sujet de ce chat sous la pluie. Et donc ça, pour moi, c'est du grand art, quoi. Vraiment, arriver à ce qu'on comprenne des choses sans qu'elles soient jamais dites. Et donc, c'est par l'intermédiaire de dialogues, par des regards, par des gestes. C'est un peu le but que je me fixe, en fait. Et alors, il y a aussi beaucoup dans les livres, les personnages picolent beaucoup, boivent beaucoup en général. Non, vous êtes trompé, c'est pas chez moi, pas du tout, pas du tout. Il y a beaucoup de bistrots, etc. Pas du tout de quoi vous parlez là. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture Qu'est-ce que ça va avec l'alcool en fait? Non, est-ce que vous écrivez dans un train, dans un bistrot, non. ou bien essentiellement devant l'ordinateur? J'ai un cercueil chez moi. J'ouvre le cercueil, je le referme et là je me mets à écrire. Non, évidemment pas. C'est complètement. Mais est-ce que vous prenez des notes dans un bistrot? Non. Dans un bistrot, il y a tellement de choses à faire plus intéressantes que prendre des notes. Mais bon, écouter les gens, par exemple. Voilà. Et donc, dans les transports en commun, dans les cafés, partout, j'écoute beaucoup les conversations. Oui, donc vous êtes attentif, quoi. Voilà. Je m'intéresse beaucoup à ce que les gens racontent et comment ils s'expriment. Et qu'est-ce qui transparaît tout à coup, parce que parfois on capte une conversation et il est pratiquement impossible de comprendre de quoi il est question. Et puis parfois, par un seul mot, on saisit de nouveau quel est le sujet en fait. Ben voilà, ce genre de choses-là. Pour la cohérence aussi des dialogues. Bien sûr, oui. Mais donc, pour en revenir à mes rituels, donc il n'y a pas de cercueil, c'est juste... c'est juste que je m'assieds tous les matins, c'est parce que je voulais montrer un truc très original, mais il n'y a rien de très original. Je m'assieds sur une chaise devant un ordinateur, et voilà, les choses démarrent ou ne démarrent pas. Voilà, c'est tout. Et alors, on parlait de personnages, mais tu me disais juste avant qu'il y aurait peut-être, ou en tout cas certainement une suite, pas une suite, mais certains des personnages, justement, voilà. C'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, certains des personnages qu'on retrouve dans ce livre-ci vont peut-être faire... Voilà, c'est ça. Donc le prochain livre que je publie s'appelle « L'éternité n'est pas pour nous ». Encore un titre très joyeux, et ça paraît donc en octobre dans une nouvelle collection qui s'appelle Equinox aux éditions Les Arènes. Ça me fait très plaisir parce que quand Si tous les dieux nous abandonnent est sorti il y a 2 ans, j'ai dit c'est le premier auteur belge à publier en série noire, je suis le premier auteur belge à publier en série noire depuis 15 ans. Et après ça, tous les journalistes m'ont écrit des papiers. Il suffit de leur dire ça, et puis ils sont super contents, ils ont plein de choses à dire. Et là, pour le prochain, je suis le premier auteur belge à quitter la série noire. Et donc là aussi, je pense que les papiers vont tomber. C'est pas mal. C'est pas mal. Parce que il faut que j'explique quand même en 2 mots. C'est pas la série noire qui m'a acheté à la porte, c'est l'éditeur de la série noire, l'éditeur dont je parlais tout à l'heure, qui m'a fait retravailler celui-ci, qui m'a dit un jour, alors qu'on était en train de travailler sur le suivant, bon, maintenant qu'on a parlé de choses sérieuses, il faut que je te dise, je quitte la série noire. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je dois prendre une décision tout de suite là. Bon, c'est le type comme ça, hein, c'est un type comme ça. Et bah oui, quoi, tu restes à la série noire, tu me suis, ça va être génial, on va ouvrir une nouvelle collection. Et là, j'ai eu 32 secondes pour décider. Là, je vous parle de la cuisine intérieure. Et j'ai dit, bon, d'accord, ok. Je lui ai dit, tu te rends compte qu'il y a des gens qui tueraient père et mère pour entrer à la série noire? Toi, tu me demandes d'en partir? Pour aller où? C'est la Rolls-Royce, et tu me demandes... Je vais lui dire, tu me demandes d'aller dans une 2 chevaux, mais je ne lui ai pas dit ça. Et donc, voilà, j'ai quitté la série noire, et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, les réactions, toutes
toutes les choses qui se passent avec cette nouvelle maison d'édition sont très satisfaisantes. Voilà. Mais le bouquin n'est pas encore sorti. Non. Donc on suivra ça donc au mois d'octobre. Voilà. Et dans la foulée, va sortir en folio policier celui-ci. Ah, okay. Voilà. Donc octobre, l'éternité n'est pas pour nous chez Equinox, et novembre, si tous les dieux nous abandonnent, en folio policier. Maison.